je suis Ousmane Bari, natif de Goudomp. Et donc, ma vie serait ordinaire et passagère comme la vie de chaque individu, homme ou femme né à Goudomp. Mais il a commencé par dire docteur Ousmane Bari. C'est puisque nous sortons d'un événement que permet cette connaissance doctorale qui est mon grade. Ce grade, après des études primaires et secondaires au Sénégal et 2 premières années à l'université Cheikh Anta Diop, je l'ai obtenu ce grade à l'université Pierre Mendès France de Grenoble en 1996. C'est-à-dire je suis docteur d'université depuis 1996. Mon séjour en France a commencé en année de licence. C'était à la même université Pierre Mendès France, à l'unité de formation de philosophie, qu'on appelle les UFR, unité de formation et de recherche. C'est là où j'ai obtenu ma licence et ma maîtrise. Après, je suis allé préparer un DEA à la faculté de droit de la même université et où j'ai soutenu une thèse qui portait sur la conception et la pratique des droits de l'homme du Congrès national sud-africain. À l'époque, le plus grand combat pour les droits de l'homme en Afrique. Et pour nous, heureusement, l'Afrique du Sud aujourd'hui est libérée de tout ce poids, mais son combat pour les droits n'est pas pour autant fini, puisque les droits sont le fondement de tout état de droit et qui le fait progresser. Voilà un peu pour le parcours universitaire. Et que être en face d'un auditoire pour défendre des idées commence d'abord lors d'une soutenance de mémoire de maîtrise, en dehors des séances qu'on peut avoir d'exposition dans la classe quand on est lycéen, et plus tard de façon beaucoup plus sérieuse pour un doctorat où on défend une thèse, c'est ce qu'on appelle une classique disputatus, c'est-à-dire il y a une discussion entre l'impétrant et le corps professoral qui est chargé de l'évaluer. Donc, s'il y a une expérience d'habitude et à la confrontation des idées, c'est probablement là-bas, en dehors du travail théorique, qui est aussi une confrontation mentale avec l'objet d'étude. Bon, sinon, par la suite, j'ai séjourné, boursier d'excellence postdoctorale des 48 États membres de la francophonie. J'ai séjourné à l'Université du Québec à Montréal, à ce qu'on appelle là-bas le département des sciences juridiques, alors qu'en France, on parle de faculté de droit. Là-bas, c'est le département des sciences juridiques, donc où j'ai eu à animer des conférences, des cours-conférences, portant sur le droit constitutionnel et le droit comparé de l'Afrique du Sud, donc des thèmes semblables. Et après, je suis allé enseigner en Nouvelle-Écosse le maintien de la paix, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre les droits de la personne et le maintien de la paix. Nous nous étions occupés par les droits de la personne. Ces cours s'intéressaient à des officiers et des civils. Donc à cette occasion, j'ai eu à former un droit de la personne et un maintien de la paix. Quelqu'un qui peut être une référence, une personne à laquelle tu pourrais demander qui est le docteur Ousmane Bari sur la surface ou le parquet du cours. C'est quelqu'un qui fut le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Mathias Doué. Il était parmi les élèves que j'ai formés là-bas, les participants, le plus gradé à l'époque. Et donc j'ai été nommé membre de la faculté d'histoire en 1988. Cette faculté a fermé ses portes par mutation du gouvernement canadien en 2013. Donc actuellement, en dehors de mes activités académiques, j'ai monté une entreprise individuelle qui s'appelle Dido, donc avec son INEA, et qui va s'occuper de ses compétences. Elle est basée où cette entreprise? L'entreprise est basée à Goudomp. Voilà, elle est basée à Goudomp et le contact est mon domicile jusqu'à la finalisation des supports qui sont indépendants. Mais il est au RCM et au NINEA. Donc le registre de commerce et le numéro d'immatriculation nationale des entreprises et des associations. Et quel regard vous portez aujourd'hui dans le droit de l'homme? Le regard que je porte sur les droits de l'homme est essentiellement fondé sur ma culture intrinsèque des droits de l'homme. C'est-à-dire, je suis docteur en droit public,
mention droits de l'homme. Nous sommes la première génération d'étudiants français et au monde à être titulaire d'un DEA en droits de l'homme, puisque la déclaration date de 1948, mais les États ont attendu, après le combat de combien de personnes, de combien d'universitaires, pour qu'une université au monde institue un diplôme spécial. Puisqu'il y avait des unités de valeur, ce qu'on appelle des unités de valeur. En faculté de droit, il y avait des unités de valeur qu'on appelait les droits de l'homme. Mais c'est une matière parmi d'autres pour un étudiant qui est en première, deuxième année et qui va faire une licence. Mais cette licence, ce sera une licence portant sur un sujet, mais ce ne sera pas une licence spécifique aux droits de l'homme. Ils ne se sont avancés qu'en 1990 avec un DEA, un diplôme d'études approfondies, qui était ouvert aux étudiants titulaires d'une maîtrise en philosophie, d'une maîtrise en droit, d'une maîtrise en sociologie, d'une maîtrise en sciences politiques. Mais moi, j'étais titulaire d'une maîtrise en philosophie avec mention très bien, et le sujet de mon mémoire, c'était quelle est la signification politique des droits de l'homme. Donc j'avais fait le parcours dans le cadre de ma mémoire de maîtrise philosophique de toute l'origine des droits de l'homme. Donc j'ai pris le risque d'aller m'inscrire à ce DEA, où j'avais comme collègue de table Mohamed Lamine Badji, qui est l'actuel recteur de l'université Hassan Sek. Nous avions des exposés communs, comme des exposés sur la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc j'ai réussi ce DEA et j'ai été accepté à soutenir un sujet de doctorat, parce qu'il faut le valider. J'avais 2 sujets à l'époque, mais mon directeur de thèse était plutôt favorable à un sujet qui avait beaucoup plus d'écho. Je voulais travailler même à l'époque sur un sujet du Sénégal, qui était quel est le statut juridique de la Calamance, pour essayer de voir dans quelle mesure les informations réunies sur le passé colonial et le passé présent permettent de valider ou d'invalider toute hypothèse relative par le droit à une quelconque tentative contre l'unité nationale, par exemple. Donc, en fonder quelque chose. Mais comme l'Afrique du Sud était beaucoup plus puissante, l'avenir le montre, parce que ça fait partie des premières puissances africaines. À un moment donné, sur le plan économique, il y a de la rivalité qu'avec le Nigeria. Donc, mon professeur a estimé que j'avais 2 sujets, mais le sujet prépondérant pouvait être celui auquel moi aussi j'avais pensé, parce que c'est moi qui l'ai conçu, qui est le combat de l'ANC, qui était le plus vieux combat pour les droits politiques, civils, économiques et sociaux en Afrique. Donc j'ai soutenu ma thèse de doctorat avec mention très honorable sur ce sujet. Et quand j'ai été sélectionné par appel d'offres par l'OPELF-UREF, il y avait 3 bourses dans les domaines des droits fondamentaux. Et donc je suis allé faire un travail de recherche à l'Université du Québec à Montréal, intitulé « De l'ANC à la Constitution sud-africaine, continuité ou rupture dans la protection des droits fondamentaux ». Vous suivez. La thèse porte sur la conception et la pratique des droits de l'homme du Congrès national. Et après, je suis allé vérifier, une fois que ce Congrès est arrivé au pouvoir, de ce Congrès à la Constitution, s'il y avait continuité ou rupture dans la protection des droits fondamentaux. J'ai été publié, donc c'est ma première publication scientifique par la Revue québécoise de droit international. Donc si vous allez dans le net, vous allez trouver le PDF. J'ai séjourné là-bas en tant que chercheur invité au Centre d'études sur le droit international et la mondialisation. Le reste est d'être en face de vous, ici, à m'en souvenir, et en vous donnant les éléments de preuve qui vous sont accessibles par le net, c'est-à-dire vous pouvez retrouver la thèse, son document. Et qu'est-ce qui a motivé votre choix sur le thème qui nous a réunis aujourd'hui, sur la charte? C'est-à-dire que la même motivation, puisque quand je choisissais de faire une thèse de doctorat sur la conception et la pratique des droits de l'homme du Congrès national, je pouvais, à l'image de beaucoup d'autres étudiants, prendre un sujet dit facile,
qui me vaudrait d'être ailleurs peut-être qu'ici. Mais j'ai choisi de prendre un sujet qui était un combat mondial à l'époque, qui concernait l'Afrique. Je suis africain. D'ailleurs, j'ai failli prendre un sujet qui concernait le Sénégal. Et ça n'a pas manqué. Tout ce sur quoi je voulais travailler a été rempli dans la presse après. Parce qu'il y a eu le séparatisme, l'indépendantisme, etc., etc. C'est-à-dire on a beaucoup parlé de cette région, n'est-ce pas? Et je voulais en parler sur le plan scientifique, juridique, sur les textes, les conventions, etc. Mais après, on en a beaucoup parlé au niveau de la presse. Donc ça m'a donné un peu un petit recueil de dire que oui, c'est comme si quelqu'un cherche à savoir comment faire pour aller à Kaourou. Si toi, Allah te permet d'avoir l'itinéraire, c'est-à-dire tu viens à Goudomp, c'est à 4 km de Goudomp, c'est plus facile pour lui que d'aller à Kolda ou de se perdre d'ici. Bon, donc c'était un peu la légitimité. Donc j'ai choisi de parler de l'Afrique du Sud, parce que c'était un pays très important, avec une population conséquente, avec des ressources extraordinaires, ce qui en fait une des premières puissances africaines. Et ce pays était dominé. Comment fallait-il faire pour voir dans quelle mesure sa population allait se libérer par le droit? Tout le combat de Mandela qui libère l'Afrique du Sud s'est fait par les droits de l'homme. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Voilà, donc c'est ce qui explique mon choix. C'est d'avoir été sensible, d'avoir vu l'intérêt. Et c'est pourquoi j'ai porté le choix sur Koukan Fouga. Parce que Koukan Fouga, c'est africain. C'est-à-dire que si à Goudomp, par exemple, il y avait une réunion, voilà, je m'intéresse à quelque chose, par exemple, sur Goudomp, je ne sais pas si un jour je pourrais le faire, mais ça fait longtemps que j'y pense. J'ai rencontré l'histoire la première fois que j'ai lu Conquête et résistance des peuples de Casamance. C'est un livre de Christian Roche qui était proviseur à Djignabo, mais pas quand moi j'étais élève là-bas, avant moi. Quand il était proviseur, moi j'étais en 6e encore. Et il y avait l'histoire d'un chef de village goudompois qui s'appelait Demba Diouf, qui a eu des problèmes avec des goudompois de Diola-Kunda qui sont allés porter plainte. La première action en droit, répertoriée dans un livre d'histoire par des habitants de Goudomp, c'est-à-dire des Diola du Foni que Fodé Kaba a embêté et que l'administration a logé, c'est l'origine de Diola-Kunda. Ils ont été victimes d'un impair de la part du chef de village Demba Diouf et de son collègue Noura, qui était chef de village d'Adéa. Et les populations là sont allées porter plainte chez le commandant blanc. On est venu chercher Demba Diouf, il avait le risque d'aller en prison ou d'accompagner l'administrateur colonial au Gabon. Il a décidé, pour ne pas aller en prison, d'aller au Gabon. Donc nous avons l'histoire d'un Goudompois qui s'est retrouvé au Gabon à cause de délits qu'il a fait à Goudomp ici contre des populations. Tu vois, c'est intéressant. C'était le premier un chef de village à l'époque. Quant à son complice, Ndoura, lui, il a traversé la frontière, il est parti en Guinée-Bissau. Et ce Demba Diouf était originaire. Attends, Ndoura a quitté Adéane, il est parti en Guinée-Bissau. Parce que comme par la suite, quand il y a des conflits, les gars, ils traversent la frontière. Et pourtant, c'était le chef de village d'Adéane. Il a fini avec Adéane. Demba Diouf, je crois que c'est peut-être un des ascendants de Nilan, la mère de Ousmane. C'est possible. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ce soit des villageois goudompois qui engagent une action judiciaire auprès du commandant de Sédhiou à cause de leurs droits violés pour que leur propre chef de village ait un problème et qu'il ait le choix entre aller en prison ou accompagner l'administrateur colonial en expédition au Gabon. Mon intérêt a toujours été de savoir si ce Demba Diouf a pu revenir vivant. Ou est-ce qu'il a fini au Gabon avec des familles installées au Gabon, mais qui sont parents bien sûr au Diouf de Diouf Koundal. Parce qu'à l'époque, le chef de village, je pense qu'il était à Doumassou. Mais je connais l'information. Si j'ai un travail scientifique à faire à Goudomp éventuellement sur les droits, c'est ce cas-là que je vais faire, que je vais choisir de faire. C'est comme ça que j'ai travaillé sur l'Afrique du Sud. Parce que c'est notre continent et c'était le pays le plus déterminant. Au moment où j'ai terminé mon travail, l'Afrique du Sud dans le classement était... Parce que quand je faisais mon travail, c'était la première puissance économique et militaire du continent africain.
mais le nain politique, rejeté au banc de la Société des Nations à cause de l'apartheid. Quand l'apartheid est tombé, la démocratie s'est installée, il a gagné son rang de géant politique. Donc les trois unités sont faites. C'est un géant économique, c'est un géant militaire, c'est un géant politique en Afrique. Donc il était nécessaire de comprendre et d'étudier l'émancipation de ce pays-là au bénéfice de l'Afrique. Ce que l'Afrique du Sud fait, par exemple, au niveau de l'Union africaine, c'est comme ce que le Sénégal fait au niveau de l'Union africaine, c'est dans l'intérêt des Africains. Et mieux vaut un homme libre à l'action qu'un homme ligoté à l'action. Leur degré de production pour le bien des gens n'est pas pareil. Voilà. Donc ici, Kouroukan-Fouga, c'est parce que c'est bien un texte africain du XIIIe siècle et qu'on nous a tous enseigné Soundiata Keita, l'Empire du Mali, à l'école primaire. L'histoire de Sogolon, de Soumaoro Kanté, nous avons tous appris cela à l'école primaire. Mais nous ne savions pas qu'il existait une charte de Kouroukan-Fouga. Il a fallu des universitaires africains, comme Djibril Tamsir Niane, comme Youssouf Tata Cissé, comme Joseph Kizerbo, comme Cheikh Anta Diop et d'autres, qui puissent travailler sur les textes en rapport avec les traditionnalistes. Et aujourd'hui, le CELTO, c'est-à-dire le Centre d'études linguistiques et historiques des traditions orales, dirigé à l'époque par M. Mangone Niang, et l'ensemble c'est-à-dire tous les traditionnalistes les plus férus au Sénégal, les plus pointus intellectuels, qui connaissent le mieux le Tchossan, depuis le Moyen-Âge, qu'ils soient guinéens, sénégalais, ivoiriens, voltaïques, des deux Guinées d'ailleurs, avec les familles ancestrales, comme les Kouyaté et autres. Parce que le griot attitré de Soundiata s'appelait Bala Faseke Kouyaté. Donc les Kouyaté sont intronisés dans la charte de Kouroukan-Fouga comme maîtres des cérémonies. C'est eux qui avaient le droit de plaisanter avec le roi et tous les camps. Et ils avaient l'humilité. C'est-à-dire la vérité que personne n'ose dire, ils peuvent la dire et ils ne risquent rien. Donc, c'est bon, ça va. Par ce motif, un document de droit qui est africain, qui nous concerne, et dont des chercheurs, des générations de chercheurs, par exemple, Youssouf Tata Cissé était ethnologue, il a travaillé pour ce texte anthropologique et il a enseigné à l'université de la Sorbonne. Bon. Alors, ce sont des Africains comme ça, comme ceux dont je te parle à propos de l'histoire de Demba Diouf. C'est comme ça qu'ils se sont intéressés à quelque chose. Ils ont mené des recherches. C'est-à-dire, j'ai lu l'histoire de Demba Diouf dans le livre de Christian Roche. Et à partir de ce livre, je cherche les archives, tout ce qui peut m'éclairer sur Demba Diouf pour pouvoir produire une pagination conséquente, le jour où je le ferai. C'est comme ça qu'eux se sont intéressés aussi à la charte de Kouroukan-Fouga. Mais ils ont poussé loin, ça a pris du temps. Parce que Youssouf Tata Cissé a publié depuis 1965. Mais l'atelier de sur Kouroukan-Fouga à Kankan en Guinée a eu lieu en 1998. De 1965 à 1998, combien d'années? Beaucoup d'années. Et avec le Centre d'études linguistiques et historiques des traditions orales de Niamey, ils ont finalisé un travail, avec l'aide aussi d'une ONG suisse. Donc c'est ainsi que le monde, dans Internet, chacun peut accéder à la charte de Kouroukan-Fouga. Puisque tu ne peux pas chercher quelque chose dont tu n'as pas entendu le nom. Et puisque c'est la charte de Kouroukan-Fouga qui, depuis 1236, depuis le XIIIe siècle donc, fait des Mandingues ce qu'ils sont dans les traditions là. Sanoya Kalante quoi. La dot. Le grand-père qui rit du petit enfant, le petit enfant qui rit du grand-père, la belle-sœur et le beau-frère qui se chahutent. Tout ça, tout est disposé dans les articles. La considération que tu as pour ta maman, c'est au Coran aussi, c'est ailleurs, mais c'est dans la charte pour les Mandingues et tous les peuples qui sont liés à eux, c'est-à-dire certains rapports de voisinage et de cousinage. Donc toutes les valeurs coutumières, ce qu'on appelle la coutume des Mandingues est dans Kouroukan-Fouga.
Et ce sont ces mêmes valeurs qu'on retrouve dans d'autres ethnies, jusqu'au Sine et au Saloum, parce que c'est l'Empire mandingue, comprenez, l'actuelle Mauritanie, dans les populations africaines que ça concerne, l'actuel Mali, l'actuel Côte d'Ivoire, l'actuel Sénégal, l'actuel Gambie et les 2 Guinées. Donc ces traditions-là, de la Sanankouya par exemple, sont une sorte de guide. Tu n'as qu'à essayer et voir qui n'en a pas. Donc chaque article de Koukan-Fouga, tu vas dans chaque ethnie, tu vérifies si elle n'a pas un équivalent dans sa pratique. Et c'est cet espace qui est la CEDEAO. Voilà l'intérêt pour Koukan-Fouga. Et fondamentalement maintenant, j'en ai fait la démonstration, l'article 5 de la charte de Koukan-Fouga, qui préserve le droit à la vie, c'est-à-dire qui dit que chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. Et que toute atteinte à la vie d'autrui est punie de la peine de mort. J'ai expliqué que cet article est à la déclaration des droits de l'homme, mais sans la peine de mort. C'est-à-dire, à l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Au nom de la sûreté de la personne des gens, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'appelle pas la peine de mort. Mais on a vu que le gouvernement sénégalais, par exemple, dans la Constitution sénégalaise, il y a le droit à la vie à l'article 7, parce qu'elle vient après la Déclaration universelle de 1948, qui est dans le préambule de la Constitution du Sénégal et qui est constitutionnelle au Sénégal. Le préambule, la déclaration, l'article 3 dont je te parle, est constitutionnel. Parce que le préambule de la Constitution est constitutionnel, comme le dit la Constitution de 2001. Que j'ai voté à l'an 2000. Alors, donc avant 2004, c'est en 2004 que le Sénégal a aboli la peine de mort, à la suite de plusieurs pays. Mais jusqu'en 1967, quand Magatte Lô a été exécuté, suite à la tentative d'assassinat de Senghor, lors de la Tabaski, et quand Abdoulaye Faye a été exécuté suite au meurtre, à l'assassinat de Demba Diop, l'un a été exécuté au mois d'avril, Abdoulaye Faye, et Magatte Lô au mois de juin de la même année. Ce sont les 2 exécutions seulement connues au Sénégal. Mais tu vois qu'elles sont semblables à la décision de Koukan-Fouga, punie de la peine de mort. Et cette possibilité est dans la législation sénégalaise jusqu'en 2004 où elle a cessé d'être, c'est-à-dire avec l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire maintenant, ce sera la peine de détention à perpétuité par exemple, des peines longues. Mais avant, la peine capitale est exécutable à tout moment. Cela dépend de l'autorité. Et nous avons eu au Sénégal 2 exemples d'exécution. Il s'agit de Ibou Ndafa Faye et de Magatte Lô. Vous comprenez maintenant pourquoi l'intérêt à la charte de Koukan-Fouga, puisque le droit de la vie le plus lointain garanti pour les sociétés africaines de l'Ouest, au droit à la vie, mais avec une réserve. C'est-à-dire, c'est au nom le droit à la vie est garanti, mais si tu y portes atteinte, toi-même tu es puni de la peine de mort. C'est-à-dire, mais alors, les critiques en droit de l'homme et beaucoup de choses et en sciences sociales ont fait comprendre que c'est un risque d'appliquer la peine de mort, puisqu'on a des cas dans des pays où la peine de mort est appliquée alors que l'individu est innocent. Mais une fois mort, est-ce que tu vas le réveiller? Donc vous êtes une sommité, mais voilà, pourquoi ce retrait des activités socio-économiques de Goudomp? Le retrait, ma première conférence à Goudomp, pour longtemps avant, date de 2000. Et je revenais juste du Centre international de SRB Prison pour la formation et le maintien de la paix du Canada. Et quel était le sujet choisi? Des gens sont venus ici qui s'en souviennent. Peut-être même d'autres sont venus par curiosité pour savoir qu'est-ce que je vaux encore peut-être par rapport à ces choses-là. C'est leur droit, je n'en veux pas faire. Le sujet était la conception ou la pratique de la politique sud-africaine, c'était notamment sa conception, et j'ai parlé un peu de sa pratique aussi, du maintien de la paix. Parce que l'Afrique du Sud avait une politique de maintien de la paix, et c'était elle qui était derrière la demande
de bouleversement du Conseil de sécurité pour l'élargir, pour que l'Afrique ait une place. Ce débat court jusqu'à présent. Non? Voilà. J'ai fait connaître ça au public Goudompois en 2000. C'était ma première conférence. Donc je n'ai pas tenu de conférence ici d'égale valeur il y a 23 ans. Donc j'écris ponctuellement. Je communique ponctuellement si je pense que quelque chose peut avoir de l'importance. Seulement avec l'entreprise individuelle d'IDO, la direction intégrée des droits de l'homme, ça peut changer. La preuve. Ça, c'est un changement. C'est la première fois que je me mets devant une caméra à Goudomp. Je vais bientôt atteindre le 3e âge. Donc, le fait de ne pas me manifester est lié à l'humilité. Puisqu'il y a des endroits où je me suis manifesté qui n'ont rien à voir avec Goudomp, où je suis né, mais c'était relativement à la chose à faire. C'est-à-dire quand tu dois faire une conférence, tu es obligé de te manifester. Parce qu'il y a une matière à développer face à un public. Mais je ne le fais pas par vanité, mais par nécessité intellectuelle, comme à l'époque avec quelle politique sud-africaine du maintien de la paix, pour que cela soit profitable à mon pays, qui était dans une situation difficile en matière de maintien de la paix. Peut-être que les idées développées là-bas pouvaient servir, puisque le fondement, ce n'est pas ce que ton pays peut faire pour toi. Si c'est ce que mon pays pouvait faire pour moi, je serais là à taper tous les jours à des portes, à être en guerre avec des gens. Le recteur de l'université à Sansec sait ce que je vaux et ce qu'il vaut au DA et au doctorat. Il le sait, individuellement. Donc, l'on serait dans une autre attitude psychologique. Donc, l'idée n'est pas d'attendre de voir ce que ton pays fait pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. Le droit à la vie, développé aujourd'hui. Malheureusement, tous ceux qui devaient être là pour en profiter ne sont pas venus. Mais on ne peut pas me l'opposer. Pourquoi ne peut-on pas me l'opposer? Puisque moi, j'ai fait ce que j'étais en mesure de faire, c'est d'inviter et de donner une production conceptuelle satisfaisante. Le Sénégal connaît des situations attentatoires à la vie des gens. Des conflits font ça. Des migrations font ça. Ne faites pas du tort à l'étranger, mais c'est ce qui est courant actuellement en Tunisie pour certains migrants. Donc, il y a un certain nombre de valeurs, notamment le droit à la vie. Il y a des situations conflictuelles où des gens sont prêts à enlever la vie d'autrui. Même si le crime n'est pas puni de la peine de mort au Sénégal actuellement, mais ce n'est pas une bonne chose, c'est ce que dit la charte de Goudompois, ne le faites pas. Et c'est ce que dit l'article 7 de la Constitution du Sénégal. Parler de ça et le rappeler aux gens, notamment à la jeunesse, qui constitue 76% de la population, aux informations même données par le président de la République à cette agence de presse chinoise. Et que la moyenne d'âge de ces jeunes de moins de 35 ans et de 19 ans, alors qu'on sait que par la loi électorale au Sénégal, tout individu est en 18 ans revenu. Est-ce qu'il n'est pas important que ces jeunes aient une conception de la vie et de sa valeur et des droits reliés à leur vie et se comporter en conséquence? Est-ce que tu crois qu'on peut avoir de la paix si les individus ne sont pas animés par ces valeurs-là? Et de tout ce qui va avec, le respect des biens d'autrui, etc. Crois-tu que nous ne sommes pas en danger si, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut installer la méconnaissance des droits de l'homme? C'est une question. Or, le considérant pertinent, ils sont deux. Le premier dit que la reconnaissance
de la dignité inhérente à tous les êtres humains, c'est ce que Kourkan Fouga rappelle, ainsi que de leurs droits égaux inaliénables, constitue, écoutez-vous, constitue le fondement de la liberté, de la justice, et c'est très important, et de la paix dans le monde. Et de la paix à Goudomp aussi, puisque c'est au monde. Le Sénégal est au monde, Goudomp est au Sénégal. C'est cohérent. Et que la méconnaissance des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie. Où qu'on puisse les voir. Ici, il s'agissait de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, selon la Charte des Nations Unies, avec des souffrances indicibles. Mais ça peut être dans des événements courants, là, comme Mars ou autre chose, ouais. Ou la mer, passant il n'y a pas longtemps au Sénégal. Parce que des bateaux s'approchent, ne respectent pas le droit de la mer, d'autres refusent de les prendre, d'autres font exprès de les balancer à l'eau, etc. C'est un combat pour le toit jusqu'au foyer de l'épée de la Croix-Rouge, pour les gens de la mer. Il y a 300 victimes, si elles sont sénégalaises, c'est plus que quand même que 200. 2021, les victimes de 2021 et de 2022 réunies. Mais les motifs sont différents. Ok, M. Barry, dernière question. Méconnaissance, sur cette méconnaissance, je vais conclure, tu es en train de m'observer. Qui ont conduit à des actes de barbarie, qui révoltent la conscience de l'humanité. Les actes de barbarie révoltent toujours la conscience de l'humanité. Et donc, la connaissance du droit à la vie et son respect prévient les actes de barbarie. Donc c'est la méconnaissance de Kourkan Fouga et de ses implications avec les textes qui nous réglementent qui peuvent entraîner à la barbarie, à des actes barbariques, c'est-à-dire des actes irrespectueux de tes droits, de mes droits et de leurs propres droits d'ailleurs, avec les risques que ça court. Vous êtes pas aujourd'hui, qu'est-ce qui ralentit un peu le développement de Goudomp? Votre point de vue sur le développement de Goudomp? Mon point de vue sur le développement de Goudomp est toujours à la cohérence. Le développement appartient à ce qu'on appelle les droits de la troisième génération. C'est un droit. Le droit de se développer. Donc le droit de se développer est le droit qui permet de mettre en perspective tout ce qui permet le développement et de réduire par le droit tout ce qui l'empêche. Nous sommes régis par un état de droit qui a été considéré comme une condition sine qua non, c'est-à-dire c'est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit. L'État en est le garant au premier chef. C'est à nous d'avoir la claire conscience de nos droits conformément aux lois et règlements et à les mettre en œuvre par le développement, c'est-à-dire d'avoir des objectifs identifiés comme conformes au développement et de recourir par la puissance publique et la capacité d'organisation individuelle et collective à la mise en œuvre de la réalisation de tout ce qui s'y attache. C'est au Goudompois d'identifier les points focaux utiles à leur bien-être. Parce que leur bien-être est pourvu. Leur droit au bien-être est pourvu par les dispositions de la Constitution. Leur droit au bien-être est pourvu par les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme on dit, la balle est dans leur camp, d'en faire la passe ou de marquer le but. Mais c'est leur responsabilité. Et c'est leur responsabilité à travers toutes leurs organisations qui réfléchissent au développement de Goudomp. Puisque par rapport à ce droit au développement,
que nous enseigne la culture des droits. C'est-à-dire que ça incombe à tous les organes de la société et à tous les individus. Et donc, je viens de faire ma part d'individu en matière d'information qui contribue à l'enseignement et à l'éducation de ces valeurs. C'est le but de mon association, de mon entreprise individuelle qui s'appelle Dido et qui démarre physiquement son activité comme ça, en dehors des contenus idoines qui sont préparés en conséquence. C'est bon? Ça vous va? Ok. Mais l'entreprise, on aura le temps de revenir, on va parler de l'entreprise. L'entreprise, l'objectif, c'est quoi? C'est-à-dire que faut pas, comme disait Kourkan Fouga, la vanité est un signe de faiblesse, l'humilité est un signe de grandeur. Donc il ne faut pas manquer de m'entendre par ma conclusion. C'est-à-dire j'annonce par le contenu de ce que j'ai eu à exposer, le fondement et le but même de l'entreprise individuelle en question, qui s'appelle la Direction intégrée des droits de l'homme. C'est-à-dire, elle contribue au développement du respect des droits et libertés relatifs à tes questions, par le moyen de l'enseignement et de l'éducation sur sa plateforme. Donc la conférence est un exemple hors plateforme. Donc c'est ce qui est développé par exemple dans la conférence qui va continuer selon les thèmes pertinents sur la plateforme. Ce but est compris. C'est bien, on vous remercie.